monde. Ravi de vous retrouver. On est donc cette année pour la 4e conférence. On accueille Laurence Gourdon, donc il va vous être présenté par Anne-Olivier. Je vais juste rappeler le dispositif. Vous recevrez tous, après la conférence en fin de semaine, le PowerPoint et avec la bibliographie afférente. Nous allons d'abord avoir la présentation par Anne-Olivier. Ensuite, Laurence fera son exposé sur l'intelligence artificielle et l'école. Et vers 18h15, je commencerai à vous mettre un petit mot en disant que vous pouvez poser les questions sur le chat. Et à partir, dès que la conférence sera finie, Anne-Olivier et moi-même relayerons vos questions. Et jusqu'à 19h, voilà, nous échangerons, enfin, nous proposerons vos questions et Laurence vous répondra. Voilà. Donc, le chat sera le médium. Donc, Anne commence à présenter et ensuite nous aurons Laurence. Bonjour à tous. Alors, nous sommes très heureuses de t'accueillir, Laurence, aujourd'hui en qualité de praticienne, puisque comme nous allons le voir, tu es chef d'établissement et chercheuse. À l'origine, enseignante de biotechnologie dans le supérieur pendant 15 ans, tu es maintenant chef d'établissement depuis 14 ans et tu diriges le lycée polyvalent, un lycée polyvalent de 1200 élèves qui propose un enseignement général, technique et professionnel du lycée au bac+5 avec un effectif pour moitié lycée, pour moitié supérieur. Alors, en tant que chef d'établissement, tu es également membre d'un certain nombre d'instances dans le Conseil national de l'enseignement catholique et le Conseil supérieur de l'enseignement que le ministère de l'Éducation nationale consulte entre autres dans le cadre des réformes et des programmes. Et tu as soutenu une thèse en 2013 sur l'implication des projets d'établissement dans la construction de l'identité professionnelle des jeunes diplômés. Alors, je crois qu'on peut dire, sans risque de se tromper, que tu as à cœur de favoriser la réussite de chacun des étudiants qui fréquentent ton établissement. Tu as créé d'ailleurs sur ce même établissement les cordées de la réussite, qui est un dispositif pédagogique qui s'appuie sur la mise en place de partenariats avec différents acteurs de l'éducation pour initier les jeunes au code dont ils doivent disposer pour réussir. Cette expérience a fait l'objet d'un ouvrage écrit avec Hervé Rioux, dont vous aurez les références sur la bibliographie qui vous sera adressée. Mais si nous en venons au thème de cette conférence, l'école et l'intelligence artificielle, et si l'intelligence artificielle pouvait transformer notre façon d'apprendre, tiré de ton dernier ouvrage intitulé « L'IA et l'école, une révolution annoncée », paru en 2020. Au travers de ce livre, que tu as préparé pendant une année en rencontrant des mathématiciens, des informaticiens, des philosophes et des enseignants, en véritable pédagogue, tu nous entraînes dans une visite guidée à la découverte de ce qu'est l'intelligence artificielle et tu nous montres déjà sa présence dans notre quotidien, ses usages insoupçonnés parfois et ses perspectives. Tu nous interpelles également sur notre responsabilité d'éducateur, mais j'ai envie de rajouter de citoyen aussi, en termes d'acceptabilité et d'éthique. Et nous sommes déjà dans cette transformation sociétale, en fait, et tu nous alertes vraiment sur le risque d'enfermement dans un fonctionnement de résistance ou de refus, hein, et que si nous voulons prendre part à cette transformation, il faut qu'on aille voir ce qu'est l'intelligence artificielle. Voilà. Donc, je te donne la parole pour commencer cette conférence, Laurence. Merci Anne. Je suis très impressionnée par la recension que tu viens de faire du livre. Merci à vous tous pour l'accueil que vous me faites. Merci Anne-Marie pour l'accompagnement jusqu'à ce jour de la conférence avec les petits ajustements techniques nécessaires. Merci Anne de tout l'intérêt que tu as eu pour mon parcours. Nous nous connaissons déjà depuis quelques années. Hein, ça fait partie du monde d'avant puisque nous sommes connus à Paris 8. Merci à vous pour votre accueil. Et puis une salutation tout à fait particulière ce soir à Augustin Mutual, voilà, qui fait partie aussi de toute cette histoire, de mon histoire
en lien avec la recherche. Et je souhaitais ce soir, par ma présence, lui témoigner toute la reconnaissance que j'ai pour l'encouragement qu'il a pu avoir dans les différents projets que j'ai menés, des projets de recherche, des projets plus personnels comme l'écriture d'essais. Voilà, voilà. Alors, la première question, avant de prendre le cœur du sujet, la première question que l'on peut se poser, et cela sera mon propos liminaire, mais comment se fait-il qu'un chef d'établissement privé sous contrat enseignement catholique se pose la question de l'intelligence artificielle? Voilà. Oui, en effet, qui parle de l'intelligence artificielle et qui en parle bien et qui en parle beaucoup, c'est d'une part les philosophes et les théologiens, donc, qui parlent volontiers sous l'angle sociétal avec la question du transhumanisme. À l'autre extrémité, ce sont les mathématiciens, ce sont les informaticiens, ce sont les start-upers qui parlent volontiers de l'intelligence artificielle. Or, nous savons que l'intelligence artificielle va révolutionner notre monde, notre quotidien. Et il m'a semblé qu'il était important pour toute personne qui a une expertise dans un des domaines de la vie quotidienne, et l'éducation, c'est un des domaines de la vie quotidienne, eh bien, de se poser et de penser l'intelligence artificielle. C'est de notre responsabilité. Donc, très modestement, comme le colibri qui apporte sa goutte d'eau dans l'incendie de la jungle, très modestement, j'apporte ma pierre pour cette réflexion sur l'émergence de ces nouvelles technologies, avec une double difficulté propre à ce type de sujet. Eh bien, c'est que déjà, d'une part, quand on se lance dans une prospective, on a souvent l'air ridicule. L'histoire, montre que c'est extrêmement difficile de prévoir le monde de demain, et particulièrement quand il s'agit de nouvelles technologies. Ça, c'est une difficulté. Il faut prendre ce risque. Je pense que j'ai pris ce risque. Et la deuxième difficulté, c'est de penser l'IA. Or, l'IA, sa particularité, c'est que le développement de ces technologies est extrêmement important, extrêmement rapide. On connaît peu de technologies qui avancent aussi vite que l'IA. Donc, la pensée de l'homme, parfois, ne va pas aussi vite que le développement de l'IA. Et cela, c'est une des difficultés. Voilà, pour mes quelques réflexions en propos préliminaires avant de commencer au cœur de la conférence, donc avec cette question, l'école et l'IA, et si l'intelligence artificielle pouvait transformer notre façon d'apprendre. Alors, en effet, l'entrée ou la place que prend l'intelligence artificielle à l'école suscite bien des questions. Vous vous êtes posé des questions, je me suis posé des questions, elle interpelle. Elle pose des questions éthiques et d'acceptabilité. Donc, et ces questions sont par nature contestatrices. Mais on sait aussi que cette contestation, elle ne doit pas être purement théorique, parce qu'il y a un vrai risque, comme le disait Anne, de s'enfermer dans une forme de refus d'ouverture. Donc, il me semble que ces questions doivent être posées, et en prenant en compte les risques, mais aussi les opportunités. C'est un exercice que j'ai fait en écrivant l'essai, c'est un exercice que je fais avec vous ce soir, pendant ce temps de conférence et pendant ce temps d'échange. Alors, notre système d'évaluation se fonde toujours sur des capacités de mémorisation de l'élève. Les machines sont désormais infiniment plus performantes pour mémoriser que l'humain, on le sait. Il est donc légitime de remettre en question la pertinence d'un enseignement qui est consacré à ces aspects particuliers de mémorisation et de calcul. Or, nous savons que les sciences cognitives nous ont appris que le calcul et la mémoire est indispensable pour développer et entretenir la plasticité cérébrale. Donc, dit autrement, ce n'est pas parce que la machine fait mieux qu'il ne faut pas continuer à exercer notre cerveau. En sciences cognitives, on parle de plasticité cérébrale, à ce type d'exercice. Dans la même veine, même réflexion que nous devons avoir au préalable de toute pensée sur l'intelligence artificielle,
Un exemple, hein, la victoire de la machine sur l'homme, par exemple, au jeu de Go et au jeu d'échecs est intéressante. Hein. Voilà, la machine fait mieux, ça on le sait, hein, sur ces jeux de stratégie, parce que la machine est plus puissante et est programmée à cet égard, et elle peut battre le meilleur joueur du monde. On peut imaginer donc que ces jeux de stratégie n'auront plus d'intérêt. Or, ce que l'on observe, c'est que même si la machine fait mieux, par exemple, au jeu de Go, au jeu d'échecs, ça n'enlève pas l'intérêt que nous avons pour ce type de jeu de réflexion et de stratégie. Donc, de même, nous continuons à apprendre à calculer aux enfants, même si les calculatrices sont plus performantes et plus fiables que l'homme. Donc, en conclusion, aujourd'hui, Internet et l'intelligence artificielle ouvrent les accès à la connaissance à des niveaux sans précédent. Nous allons passer d'une école qui apprend à une société apprenante et développer l'idée qu'une société apprenante peut se transformer en profondeur pour s'adapter au changement. Donc, mon temps de conférence sera partagé en 3 temps. Dans un premier temps, je ferai un point de départ avec une définition de l'IA, que nous ayons la même définition, que nous comprenions ce qu'est l'IA, que nous comprenons que l'IA, ce n'est pas de la science-fiction, que ça existe déjà bien longtemps, que l'intelligence artificielle est bien réelle dans notre vie quotidienne. Ensuite, je ferai un état des lieux de l'intelligence artificielle à l'école, avec quelques exemples d'applications. Et puis, dans un dernier temps, une réflexion sur les promesses et les réalités de l'intelligence artificielle. Voilà. Pour ceux qui regardent et qui partagent le temps, sachez que vous aurez 12 planches. Alors, le premier point, effectivement, la définition commune de qu'est-ce que l'IA. Première question sur laquelle il va falloir que nous soyons très clairs au départ pour pouvoir poursuivre notre réflexion. Donc, je vous ai mis la définition, une partie de la définition de Wikipédia. L'intelligence artificielle est l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Donc, l'IA, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est d'abord une discipline scientifique qui a pour objet de décomposer l'intelligence en fonctions cognitives élémentaires. À l'origine, les scientifiques de l'intelligence artificielle, donc essentiellement des mathématiciens, partent de l'idée que tout aspect de l'apprentissage peut être décrit dans un système de fonctions assez précises pour qu'une machine puisse les reproduire et les assimiler. Le terme de l'intelligence artificielle a été introduit en 1956. Donc, vous voyez, ça ne date pas des années 2000. Ça a été introduit par des mathématiciens qui découvraient les ordinateurs. Je vous rappelle que les premiers ordinateurs datent de 1946. Donc, on va un peu approfondir là, cette idée intelligence artificielle et ordinateur. Donc, les ingénieurs à l'origine de cette découverte ont imaginé qu'ils pouvaient comprendre l'intelligence humaine à travers ces machines. Pour cela, ils ont modélisé l'intelligence en fonctions cognitives élémentaires pour simuler le fonctionnement du cerveau. Donc, cette discipline scientifique de l'intelligence artificielle se développe depuis 70 ans aux États-Unis. Donc, l'homme a désormais à sa disposition un outil puissant de transformation et depuis les années 2000, l'intelligence artificielle se développe très vite avec le big data. Elle est aujourd'hui présente dans notre quotidien. Il y a de l'intelligence artificielle évidemment dans nos smartphones, dans nos voitures, dans les réseaux sociaux, dans les services de vidéo à la demande, dans les moteurs de recherche. Nous reviendrons plus précisément dans l'utilisation au quotidien de l'intelligence artificielle. Alors, sans être rentrée trop dans la technique, parce que ce n'est pas le sujet, et puis je pense que je vous perdrai, comme je me suis perdue quand je suis rentrée dans ces technologies, mais il faut quand même comprendre, avoir quelques connaissances de base pour aller plus loin. Il y a, dans la technologie de l'IA, il y a 2 courants qu'il faut comprendre. Il y a le courant donc, qui est le plus ancien, qui est l'IA symbolique, et ensuite l'IA connexionniste. Donc l'IA symbolique, historiquement, c'est la première famille des technologies
de l'intelligence artificielle qui s'appuie sur une modélisation du raisonnement humain, hein, d'où le terme intelligence artificielle. Par exemple, pour jouer aux échecs, l'intelligence artificielle symbolique va explorer tous les coups possibles jusqu'à une certaine profondeur et s'appuyer sur cette exploration pour choisir le prochain coup à faire qui sera gagnant. Dans l'intelligence artificielle symbolique, l'homme maîtrise la manière dont la machine calcule pour obtenir le résultat souhaité. L'autre technologie, hein, qui est l'intelligence artificielle connexionniste, donc ces technologies donc, de l'IA, s'appuient sur des agencements de mécanismes élémentaires inspirés du vivant qui s'inscrit dans un courant de machine learning. Je vous le cite parce que si vous vous intéressez un peu à ce sujet-là, régulièrement, vous allez entendre parler de machine learning. Traduction, hein, c'est apprentissage automatique ou parfois, et je vous le dis parce que c'est plus clair pour comprendre, c'est l'apprentissage statistique. C'est-à-dire les décisions sont prises, le descriptif, le prescriptif et le prédictif est fait à partir de statistiques. Donc, en substance, la machine learning utilise les outils statistiques pour donner aux machines la capacité d'apprendre à partir de données, au sens où la machine va être capable d'exécuter une tâche sans avoir d'instructions explicites. C'est la technologie de l'IA la plus utilisée, hein, l'intelligence artificielle connexionniste. Donc aujourd'hui, les machines peuvent être plus performantes que l'homme. Bon, je ne vous apprends rien, hein, dans de nombreux domaines, mais ce sont toujours, et ça c'est important qu'on saisisse ça dès le début, dès l'introduction à cette réflexion, ce sont toujours des intelligences artificielles dites faibles. C'est le jargon que l'on utilise dans l'intelligence artificielle, donc des intelligences dites faibles au sens où elles restent spécialisées dans une tâche. L'hypothèse d'une intelligence artificielle forte, qui est celle où il serait où une conscience existerait, où la machine aurait des capacités cognitives plus importantes que l'homme, soulève évidemment de nombreuses questions. Et je le sais, comme vous, que cette intelligence artificielle forte est à l'origine de grandes peurs, mais actuellement, elle n'existe pas. Ce dont je vais vous parler ce soir et ce qui est pratiqué sur l'ensemble des plateformes qui utilisent, on va les citer, hein, l'intelligence artificielle, il s'agit d'intelligence artificielle faible et non pas des intelligences artificielles fortes qui auraient une conscience, hein, mais là on est plutôt dans les films de science-fiction, hein, puisqu'elles n'existent pas, qui auraient une conscience et qui seraient capables donc de surpasser l'homme. Tourne pas là. Donc, l'IA n'est pas de la science-fiction, c'est ce que je vous disais. Hein, ça fait 10 ans aux États-Unis que l'on parle d'intelligence artificielle. Donc, je vais vous faire un petit rétrospectif historique que l'on comprenne un peu mieux l'histoire et ça va vous permettre de faire des passerelles culturelles de connaissances sur ce que vous savez déjà sur les machines pensantes et les différentes technologies en lien avec le numérique. Donc, dans les années 1950, les scientifiques imaginent les machines intelligentes. Donc, à cette époque, le mathématicien britannique Alan Turing publie un article intitulé « Machines de calcul et intelligence », dans lequel il pose la question de la capacité des machines à s'approprier, à s'approcher de l'intelligence humaine. Dans cet article célèbre, il invente une proposition de test d'IA fondée sur la capacité d'une machine à imiter la conversation humaine. Il l'appelle à cette époque le jeu de l'imitation, plus connu aujourd'hui, vous le connaissez probablement sous le nom de test de Turing. Donc, ce test consiste à mettre un humain en échange verbal avec un autre ordinateur et un humain. Le test de Turing est réussi si la machine qui engage la conversation n'est pas capable de dire lequel des deux interlocuteurs, hein, donc l'humain ou la machine, est un ordinateur. Donc, ce test pose déjà bien la question, 1950, hein, pose déjà bien la question de la machine pensante et du sens que nous pouvons donner à l'idée d'une machine pensante. À l'origine, Alan Turing a imaginé ce test pour répondre à la question « Une machine peut-elle penser ?»
En 1956, les machines pensantes, c'est le sujet d'une réflexion d'une université d'été. Deux jeunes mathématiciens américains et deux ingénieurs-chercheurs chez IBM se réunissent avec des scientifiques lors d'une université d'été à Dartmouth College. Je le cite parce que les scientifiques, mathématiciens, informaticiens, c'est vraiment l'histoire, voilà, c'est le début, c'est la Mecque pour eux, l'université d'été Dartmouth College. Et durant cette université, plusieurs conférences ont comme sujet, nous étions en 1956, je vous le rappelle, plusieurs conférences ont comme sujet les machines pensantes. C'est la première fois dans l'histoire des sciences que le terme intelligence artificielle est utilisé. Donc, ils tentent de décrire aussi précisément que possible les mécanismes de l'intelligence humaine pour les reproduire dans les machines. En 1965, au Massachusetts Institute of Technology, donc le MIT, des recherches sont développées pour simuler une conversation humaine avec une machine. Un programme informatique appelé ELISA est créé. Donc, ce programme s'inspire des attitudes fondamentales d'une thérapie rogérienne en étant fortement empathique et en reformulant à partir des affirmations du patient et en lui posant des questions à partir de ces affirmations. Il s'agit du premier chatbot de l'histoire. Donc, le chatbot, on va en parler, ce sont des robots conversationnels ou dialogueurs, c'est-à-dire ce sont des robots qui sont capables de vous renvoyer la question ou de vous faire reformuler votre affirmation. Vous voyez le lien que l'on peut faire avec la thérapie rogérienne. La capacité de pouvoir parler avec un humain sans qu'il se rende compte qu'il a affaire à un ordinateur a été posée à l'époque en 1956 comme un critère d'intelligence artificielle. Donc, le logiciel ELISA a montré qu'il était possible de tromper l'homme pendant quelques minutes, parfois plus, avec des schémas de logique simples. Alors, plus proche de nous, mais pour les plus anciens qui nous écoutent, la culture populaire se saisit aussi de l'intelligence artificielle et en fait des représentations. Alors, je dis pour les plus anciens qui écoutent, dans le film de l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, vous entendez la sonnerie, je suis dans un établissement scolaire. Dans le film l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, on voit une machine, d'ailleurs je vous l'ai mis la machine, là, pour ceux qui connaissent le film, c'est la machine appelée HAL. Donc HAL, H-A-L, il s'agit des 3 lettres construites à partir d'IBM en prenant la lettre précédente dans l'ordre alphabétique. Donc cette machine, dans ce film, pilote tout seul un vaisseau spatial et tente de prendre le dessus sur l'homme. Donc, les machines intelligentes sont très présentes dans les films de science-fiction des années 80. À partir de 1980, les premières questions d'éthique émergent. Les premières controverses soulignent l'importance des émotions et réfutent le lien que l'on peut faire entre le calcul mathématique et la pensée humaine. Donc, ces débats sont extrêmement complexes. La technologie de l'intelligence artificielle est probablement qu'une partie du problème et donc seulement une partie de la solution de tous ces questionnements. Vous avez bien compris que pour mettre en place des machines comme le test de Turing, comme la programmation informatique ELISA ou ces simulations dans le film de Stanley Kubrick, c'est fait à partir des sciences mathématiques qui essayent de simuler la pensée humaine. Plus récemment, donc, c'est le début du Big Data qui relance l'intelligence artificielle. On reparlera du Big Data, ça veut dire le grand volume de données que l'on produit à chaque fois que nous sommes sur la toile, sur le réseau Internet. Donc, à partir à peu près des années 2000, donc le début du Big Data, il y a des financements importants qui sont arrivés, qui ont permis à ce que l'intelligence artificielle se développe très fortement. Il y a un marqueur important qui montre que l'industrie a investi dans l'intelligence artificielle et est devenue de plus en plus performant. Je vous l'ai mis en 1987, le champion du monde d'échecs, Garry Kasparov, a été battu par la machine Deep Blue.
Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu les sujets, ça a été fort de symbole que la machine soit supérieure au champion du monde d'échecs. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle permet de conduire une voiture autonome, la traduction simultanée de conversation, les suggestions dans les moteurs de recherche, l'analyse de données, la conversation automatique de la parole, et 90% des grosses entreprises du monde ont déjà investi dans l'intelligence artificielle. Alors, la méconnaissance de l'intelligence artificielle engendre la peur. En effet, donc l'intelligence artificielle dans notre quotidien peut être appréhendée comme une dynamique et nous l'utilisons comme un outil. Donc cette dynamique n'est pas stabilisée et encore en progrès. Nous n'en connaissons pas toutes les utilisations et les perspectives. Cela ouvre donc la porte de tous les fantasmes. Par ailleurs, les avancées sont tellement rapides que nous n'avons pas le temps de penser à ces progrès. C'est ce que je vous disais en propos liminaire. Le fantasme de remplacer l'homme par la machine est bien réel si on ne sait pas penser ce projet. Le terme même de l'IA, je dirais de l'intelligence artificielle, peut paraître pour certains anxiogène. Donc, appliqué à l'éducation, l'intelligence artificielle n'est pas un problème technologique, mais plutôt un problème, ça je le développe dans mon essai, c'est plus un problème éducatif et politique. Comment empêcher que cette révolution technologique ne conduise à un monde à 2 vitesses entre ceux qui maîtrisent l'économie des data, c'est-à-dire des données, de la connaissance, et ceux qui n'y comprennent rien. L'intelligence artificielle nécessitera de changer le modèle de l'école. La formation doit évoluer. Au mieux, je pense que l'intelligence artificielle ne remplacera pas complètement l'homme sur les tâches répétitives, mais forcément l'assistera. Donc, nous avons de nombreux inconnus et une incompréhension sur les conséquences sociales et politiques de l'intelligence artificielle. Ce sont les principales raisons des fantasmes autour de l'intelligence artificielle. Nous avons beaucoup de mal à faire une analyse rationnelle et nos différences d'appréciation sont considérables sur ces conséquences, ce qui en fait n'est en rien rassurant. Pour Yuval Harari, que vous connaissez probablement, dans son livre Homo Deus, il nous rappelle clairement le risque de l'appropriation de l'intelligence artificielle au service d'un groupe d'individus ou d'un homme avec comme seul but de prendre le pouvoir. Et là, je vais vous poser une question et vous allez pouvoir répondre sur le chat et je reprendrai éventuellement plus tard. Un homme politique de première envergure sur la scène mondiale a dit celui qui maîtrisera la technologie de l'intelligence artificielle maîtrisera le monde, dominera le monde. Qui a dit cela? Voilà, je vous laisse participer sur le chat. Question. Voilà, on reprendra. Je vous donne le temps que le chat s'anime. Je vous donne la réponse. C'est Vladimir Poutine qui a dit cela. Voilà. Il avait été répondu Trump. Ah. Intéressant, intéressant. Voilà. Donc, ce n'est pas plus rassurant. Donc, aujourd'hui, une bonne partie des réflexions sur l'intelligence artificielle sont focalisées sur des sujets en lien avec nos peurs et pas suffisamment sur ses conséquences sociales, économiques et politiques. Pour Catherine Malabou, donc professeure de philosophie à l'université de Kingston au Royaume-Uni, la notoriété et les prises de position très marquées sur l'intelligence artificielle ont contribué à faire prendre conscience des questions éthiques, juridiques et sociales soulevées par l'intelligence artificielle. Je la cite. C'est vrai qu'il faudra non seulement réglementer et encadrer les machines effectuant par elles-mêmes un certain type de choix, il est en effet légitime de craindre des dérapages, mais toujours selon cette dernière, il faut rejeter l'idée selon laquelle ces machines utilisant l'intelligence artificielle pourraient être un jour dotées d'un désir ou d'une conscience propre. C'est ce que je vous disais précédemment, c'est ce qu'il faut comprendre aujourd'hui. L'intelligence artificielle forte, c'est-à-dire dotée de conscience, ne nous concerne actuellement ne nous concerne pas actuellement. En revanche, nous avons des intelligences artificielles faibles qui réalisent des tâches répétitives mieux que nous, comme conduire une voiture, lire des scanners, conduire un avion, etc. Donc, nous sommes en pleine incertitude et nous projetons sur l'intelligence artificielle tous nos fantasmes.
Certains imaginent un futur extraordinaire pour l'homme en devenant un homme-dieu grâce à l'intelligence artificielle, tandis que d'autres cauchemardent en imaginant que l'intelligence artificielle va supprimer les humains. Je pense que la vérité, comme toujours, est probablement entre ces deux fantasmes. Il est bon, dans ces délires proches des pires films de science-fiction, de rappeler qu'en notre quotidien, cela fait de nombreuses années que nous utilisons l'intelligence artificielle. Par exemple, quand vous commandez un taxi, quand vous vous orientez avec une application sur votre smartphone, un GPS, quand vous achetez en ligne, etc. Donc, dans notre quotidien, l'intelligence artificielle est déjà là depuis bien longtemps. Alors, la protection des données de l'élève et ses enjeux. Donc, l'éducation nationale française est la structure au monde qui possède le plus de données relatives à l'éducation. Cette particularité est due à notre structure institutionnelle hyper centralisée. Il doit y avoir nécessairement une prise de conscience de la responsabilité de l'institution en matière de protection de l'individu. Donc, à travers la protection de ces données. Mais la protection des élèves face aux enjeux du numérique passe aussi par une prise en compte d'autres phénomènes qui se sont développés sur les nouvelles technologies et j'en sais quelque chose pour diriger un établissement, tel que le cyberharcèlement, qui est un problème important en nombre d'actes et en gravité en conséquence. L'école doit le reconnaître et doit le combattre activement. Ce phénomène est lié aux nouvelles technologies, c'est devenu un fléau. Et l'intelligence artificielle doit aussi être comprise et ne pas être essentiellement vue comme un péril. Et d'ailleurs, on peut même imaginer que l'intelligence artificielle peut être au service de la lutte de l'ensemble de ces dangers. Donc, au regard de toutes ces menaces sur l'élève, la responsabilité de l'institution scolaire et de l'ensemble de ses acteurs est immense pour donner le cadre de la protection. Sur un angle éthique, nous devons avoir une réflexion sur l'usage excessif et incontrôlé des données personnelles des élèves, d'autant que la structure qui est très centralisée de l'éducation nationale fait que nous avons des données massives, pour dire voilà, big data, le terme que l'on consacré, que l'on connaît bien. Donc, il faut être extrêmement vigilant sur les risques d'un accroissement des inégalités scolaires ou d'un affaiblissement du lien social qui pourrait être la conséquence de l'utilisation massive des nouvelles technologies avec une déshumanisation de l'enseignement, ce qui est un risque et ce qui est un grand risque d'ailleurs pour les enfants les plus fragiles socialement et scolairement. Peut-être plus pour ces enfants fragiles plutôt que pour des enfants qui sont à l'aise avec la manipulation des nouvelles technologies et qui ont une certaine aisance scolaire. Je ne vous apprends rien parce que dans certaines familles, les enfants sont accompagnés dans leur scolarité et sont même mis en garde sur tous les dangers des nouvelles technologies. En revanche, dans d'autres familles, il n'y a aucun soutien et aucune mise en garde. Donc, dans ce sens, il y a un vrai risque que les nouvelles technologies de l'intelligence artificielle creusent encore les inégalités sociales et scolaires et soient à l'origine de situations sociales explosives. Alors, nous pouvons donc cerner différents niveaux de vigilance, notamment à l'égard des biais implicites. Ça, c'est un point qui est très important et qui est très sensible pour l'IA, avec des risques d'endoctrinement sur les solutions d'IA qui sont susceptibles d'être induites. Et je vous ai donné l'exemple, et vous en avez probablement entendu parler, du chatbot. Donc, vous avez compris, chatbot, c'est le robot conversationnel qui est capable d'échanger avec l'homme. Donc, le chatbot Tai, qui retweetait à tout va des propos racistes, est un bon exemple. Donc, je vous ai mis là ce qui s'est passé il y a quelques années. Donc, Tai est un chatbot publié par Microsoft via Twitter. Il a provoqué une controverse importante aux États-Unis car il a commencé à publier un grand nombre de tweets très agressifs et raciaux via son compte Twitter, obligeant Microsoft à fermer ce compte en quelques heures. Donc, vous avez bien compris que Tai, en fait, ce n'existait pas. Tai n'était qu'une intelligence artificielle qui captait les tweets qui leur semblaient les plus pertinents. Or, il se trouve que c'était des tweets qui étaient particulièrement racistes et belliqueux et ça faisait caisse de résonance et ça répétait. Donc, dans la précipitation, Microsoft a dû fermer
ce portail, ce profil taille sur Twitter. Donc là, c'est une utilisation incontrôlée à partir des réseaux sociaux avec le captage de ce qui tourne le plus en boucle, et il se trouvait que ce qui tournait en nombre et en boucle sur Twitter, c'était des propos racistes et belliqueux. Donc, l'enseignant et son rôle entre les élèves et la machine. Forme provocatrice, je vous ai mis, et je sais que ça a interpellé Anne-Marie, un robot avec le professeur. Je dirige un établissement, je n'ai encore jamais vu cela et je me promène pas mal dans d'autres établissements. Voilà, là, c'est un peu une image de science-fiction un peu provocatrice. Donc, bon, effectivement, c'est probablement l'enseignement et son rôle entre l'élève et la machine, c'est probablement ce qui suscite le plus de crainte, avec la question, est-ce que l'intelligence artificielle remplacera un jour l'enseignant? Donc, les exemples d'emplois qui disparaissent dans cette complémentarité entre l'homme et la machine, elles sont nombreux. Hein. L'intelligence artificielle pourrait entraîner, selon IBM, 120 millions d'emplois, donc la destruction de 120 millions d'emplois au niveau mondial. Donc, et on a tous en tête les chauffeurs de la société Uber à Singapour qui ont disparu. Parce que maintenant, quand vous arrivez à l'aéroport de Singapour, il n'y a plus de chauffeurs. Les voitures conduisent toutes seules. On sait aussi qu'à la poste, pour trier nos enveloppes, ce n'est plus le postier qui lit les enveloppes, mais c'est une technique de reconnaissance de l'écriture manuscrite qui est beaucoup plus performante que l'homme. Donc, toutes ces interrogations sont renforcées aussi par le fait que le corps enseignant subit de fortes incertitudes sur son déploiement, ses effectifs et la transformation du métier. Néanmoins, les fantasmes liés au risque de perte d'emploi écrasent, il me semble, trop souvent toute considération sérieuse et raisonnée de l'intégration de l'intelligence artificielle à l'école. Donc, au-delà de la substitution de certaines tâches répétitives et relativement prévisibles, l'intelligence artificielle peut avoir un impact significatif au niveau de la pratique des enseignants, essentiellement à travers de nombreux outils didactiques qui viennent l'aider dans les choix pédagogiques. Et contrairement aux idées reçues, l'intelligence artificielle nécessite de la présence humaine. Comme évoqué précédemment, il est important de comprendre que dans un premier temps, l'intelligence artificielle, c'est déjà un moyen de soulager des tâches les plus répétitives et les plus ingrates des enseignants et de se concentrer sur des tâches qui ont une vraie valeur ajoutée comme la relation directe avec l'élève. Tout cela implique évidemment des évolutions du métier. Comprenons bien aussi que la technologie ne remplace pas l'humain. D'ailleurs, la présence d'humains pour accompagner, expliquer et construire le raisonnement est de plus en plus importante. Et on observe que plus on introduit du numérique dans nos classes et plus on a besoin d'humains pour faire la médiation entre l'homme et la machine. Nous avons bien vu ces 2 dernières années où nous sommes rentrés véritablement dans un vortex technologique où du jour au lendemain, les cours ont lieu en distanciel, ensuite en hybridation. Et on a bien vu que même si la technologie est rentrée dans la transmission de la connaissance, bien au-delà de ce que nous pouvions imaginer il y a 3 ans, l'humain, la présence de l'enseignant reste toujours au cœur de la transmission. L'enseignant se déplace et devient plutôt un médiateur et dans le meilleur des cas, et je le souhaite, un mentor bienveillant. Et seul l'enseignant sera capable d'apprendre aux élèves d'aller chercher l'information, de prendre du recul, d'avoir un sens critique, de transformer des savoirs en compétences et d'animer ces savoirs. Seul l'homme sait le faire. La liberté pédagogique de l'enseignant et le pilotage au changement. Donc, un exemple intéressant d'évolution des pratiques des enseignants, c'est l'entrée en salle de classe de la robotique interactive. Je vous en ai parlé précédemment, hein, c'est la petite révolution des chatbots, c'est-à-dire des machines qui sont capables de
de questionner et éventuellement de répondre aux questions. Donc, sous la forme de robots conversationnels, donc de chatbox. Donc, qui permettent de faire grandement, ces chatbots vont évidemment grandement faire évoluer l'apprentissage d'une langue étrangère, hein. Donc, cette technique est développée par une interface homme-machine. Ces chatbox vont révolutionner notre façon d'apprendre les langues étrangères. Le déploiement de l'intelligence artificielle, je pense, devrait conforter la liberté pédagogique des enseignants en leur permettant d'ouvrir et de développer des nouvelles méthodes pédagogiques. Le déploiement de l'IA doit être inscrit dans une réflexion plus large sur l'avenir de l'école, car l'ensemble des tâches dévolues sur la machine changera inévitablement notre rapport à l'élève. Si un professeur de langue ne sera plus là pour faire répéter à l'élève, mais que la machine pourra faire répéter à l'élève mieux que le professeur de langue. Le professeur de langue se déplacera sur d'autres accompagnements, peut-être plus individualisés et fera des propositions d'autres méthodes pédagogiques que juste le questionnement ou la répétition de l'élève d'une langue étrangère. Donc, certaines évidences sont à rappeler, hein. L'intelligence artificielle doit être au service de l'intelligence humaine. Ne nous trompons pas de priorité. La clé du système éducatif, ce sont les enseignants et la relation entre les enseignants et l'élève. C'est au cœur de tout et évidemment, ça doit demeurer. Et il est nécessaire à rappeler à ce niveau-là que ce que nous entendons dans notre idéal pédagogique, c'est en référence avec la maïeutique socratique, garant de toutes les performances en apprentissage, hein. C'est vraiment la relation du maître à l'élève et ça restera et ça le demeurera, hein. Donc l'intelligence artificielle ne sera qu'un outil au service de la progression de l'élève et le professeur est au centre avec cette relation maître-élève. Je vous ai donné quelques exemples pendant mes propos, vous avez peut-être pu en prendre connaissance, ce n'est pas exhaustif, hein, de ce que l'intelligence artificielle peut aider, accompagner l'enseignant sur les tâches les plus répétitives. La nécessité de dédramatiser l'erreur, ça c'était un focus que je voulais faire là-dessus parce que pour moi ça me semble essentiel d'avoir une réflexion sur l'évaluation et l'erreur et je pense que les outils numériques et plus particulièrement l'intelligence artificielle devraient nous faire évoluer sur la relation à l'évaluation et puis le statut de l'erreur en France. Donc, en France, dans le système scolaire français. Donc, l'enjeu de l'intelligence artificielle est de mettre à disposition les outils les plus modernes de notre société au service de l'éducation et de faire évoluer celle-ci. Donc, les nouvelles technologies et les modalités de passation des connaissances et d'évaluation permettront peut-être de comprendre et de faire comprendre que l'erreur n'est pas une faute, mais qu'elle est constructive, donc éducative. Nous devons faire comprendre aux élèves que c'est de persévérer dans l'erreur qui est un problème et pas l'erreur en soi. L'erreur est heuristique, vous le savez, vous êtes des pédagogues, hein, je ne vous apprends rien. Elle nous permet d'avancer, donc elle est utile. Et d'ailleurs, il est intéressant d'observer que lorsqu'on fait des tests d'évaluation en début d'année scolaire auprès d'élèves, ces tests sont moins traumatisants car ils ne sanctionnent pas l'année en cours et il ne conditionne en rien le passage de l'élève à l'année suivante. Donc, ce test est juste perçu comme une étude diagnostique au niveau de l'élève. Donc, le statut de l'erreur est à mettre en relation avec nos méthodes d'évaluation actuelles. Nous avons, je pense, de grands axes de progrès dans ce domaine. L'intelligence artificielle et ses techniques d'adaptative learning ou de crantage mémoriel. Le crantage mémoriel, c'est ce que l'on trouve par exemple dans la certification Voltaire, que certains connaissent, hein, pour l'amélioration en grammaire et en orthographe, pourront nous aider. C'est un enjeu qui est très important de faire évoluer le statut de l'erreur en France, hein, pour faire progresser tous les élèves et lutter contre le fléau français du décrochage scolaire. L'évaluation formative par des bilans d'évaluation réguliers, voire permanents, est indispensable et peut être facilitée par le numérique. À chaque évaluation, nous apprenons.
Donc, l'évaluation n'est pas à rejeter car elle fait partie de tous les parcours. Ce qui est à rejeter, et vous en êtes d'accord, je n'ai aucun doute là-dessus, hein, c'est l'évaluation sanction punitive et traumatisante. Alors, la pensée informatique dans les nouveaux programmes scolaires. C'est intéressant que on observe une évolution, donc nous pensons l'IA, mais le système éducatif a pensé bien en amont l'ensemble de ces questions. Et nous avons vu depuis quelques années l'émergence de nouveaux programmes que moi j'ai appelé la pensée informatique, que l'on peut appeler la culture informatique. Donc, parce que comprendre l'intelligence artificielle passe d'abord par une culture informatique minimum que les nouvelles générations ont. Peut-être que les générations plus anciennes, moi par exemple, je ne l'ai pas eu, je l'ai découvert voilà, sur le tas, hein, comme on dit trivialement. Donc, l'informatique est présentée désormais à tous les élèves dans les classes de seconde avec une matière proposée donc, à tous les élèves de seconde. Cette matière s'appelle Sciences numériques et technologies. Et en classe de terminale et en classe de première et de terminale, pour ceux qui choisissent de voie générale, pour ceux qui choisissent la spécialité numérique et sciences informatiques. C'est une nouvelle matière, hein, comme on peut choisir mathématiques, histoire géo. Donc maintenant, il y a la discipline numérique et sciences informatiques. Donc tous les élèves de seconde ont un enseignement qui s'articule autour de différentes thématiques, le web, Internet, les réseaux, les données, l'informatique embarquée, les objets connectés, la photographie numérique. Les élèves de première et de terminale abordent de leur spécialité l'informatique, l'histoire de l'informatique, la représentation et le traitement des données, l'interaction entre l'homme et la machine, l'algorithme, les langages et la programmation. Donc, on peut quand même imaginer qu'ils seront beaucoup mieux armés que nous l'avons été avec l'émergence de toutes ces technologies. Donc, les programmes en lien avec les nouvelles technologies n'ont pas pour but essentiel de former des développeurs, mais plutôt d'accompagner les nouvelles générations aux transformations liées à la révolution numérique. Voilà, il y a aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des tentatives en classe de primaire pour initier les élèves à la programmation. C'est intéressant parce qu'on s'est rendu compte que la programmation utilisait la même logique que la logique nécessaire pour le calcul et la grammaire. Donc, il est intéressant voilà, de l'introduire même depuis les classes du premier degré de primaire pour exercer cette logique qui est la même hein, que le calcul et la grammaire. Il y a aussi des préconisations au collège pour enseigner les notions indispensables pour comprendre le monde de demain. Et c'est intéressant et il y a une forte incitation à ce qu'il y ait des transversalités au niveau des savoirs et peut-être d'enseigner les mathématiques de façon moins théorique et finalement de l'appliquer à l'informatique. Donc là, il y a tout un champ à explorer hein, sur la pensée informatique, la culture mathématique pour peut-être sur certaines matières comme l'informatique pour que les élèves comprennent, que ce soit un peu plus concret, pour certains c'est nécessaire, et comprennent les tenants et les aboutissants d'une telle discipline. Quelques exemples d'applications avant d'aborder notre dernier point de la conférence, hein, qui est plus une réflexion sur les promesses et les réalités de l'IA. Quelques applications pour l'école. Et là, je vous ai sorti 3 champs qui me semblent extrêmement importants, même s'il y a aussi bien évidemment d'autres applications. Ces 3 champs sont l'orientation, le décrochage scolaire et l'école inclusive. Alors, l'orientation. Premier champ, donc l'orientation, c'est un sujet qui est très angoissant pour les élèves et leurs familles. Donc cette angoisse vient probablement des difficultés d'avoir une projection établie sur des modèles connus et sûrs, d'autant plus que les parents avaient des modèles très formatés avec des parcours scolaires linéaires et professionnels linéaires avec des diplômes. Or, ce que l'on observe des nouvelles générations qui sont plus versées dans le nouveau monde et dans les médias numériques avec des vitrines d'entrepreneurs, de self-made man qui ont particulièrement réussi,
c'est un peu l'effet start-up. Ces nouvelles générations ont aussi conscience que les choses ne sont pas linéaires, que la diplomation ne nous assure pas l'insertion professionnelle ou un parcours professionnel réussi, que leur vie professionnelle ne sera pas linéaire, etc. Donc, c'est un vrai sujet, l'orientation dans les écoles. Les propositions concernant l'orientation scolaire faites par les plateformes IA sont très variées. Donc, ces plateformes ont pour but d'orienter et de faire découvrir les métiers sous forme de constellations très personnalisées avec tout un ensemble d'informations allant du niveau de salaire aux potentialités des métiers porteurs. Donc, certaines applications proposent des chatbots de coaching, vous avez compris, c'est-à-dire des robots conversationnels de coaching, des tests de personnalité, des MOOC pour se familiariser avec les compétences à acquérir. Et ces plateformes proposent même des services qui corrigent en direct des CV ou des lettres de motivation de façon automatisée à partir d'un profil renseigné par l'élève. Le principe est toujours le même sur l'orientation sur ces plateformes, c'est connecter des données massives concernant l'élève qui a renseigné son profil, son parcours scolaire, son environnement familial, social, culturel, ses aspirations, ses activités, son lieu d'habitation, et mettre en lien avec un algorithme prédictif la galaxie des parcours et des métiers qui lui correspondent. Alors, les exemples d'applications sont nombreux. Dans l'enseignement catholique, ça vous dit peut-être quelque chose. La plateforme la plus utilisée dans l'enseignement catholique, c'est Impala. Voilà. Le slogan d'Impala, c'est « Qui t'aide à trouver les métiers de tes rêves ». Cette plateforme commence par un test avec 10 compétences qui permettent d'éclairer en un nuage de points le nuage de métier qui correspond. Et en un clic du nom du métier, on passe au descriptif d'un autre clic aux formations qui permettent d'y accéder. Voilà un exemple de plateforme qui utilise l'intelligence artificielle pour l'IA. S'agissant du décrochage scolaire, donc, je ne vous apprends rien là aussi, vous savez que c'est un fléau français, 100 000 élèves sortent du système français sans diplôme et sans qualification. Donc, par ailleurs, le système français aggrave les inégalités. Un rapport du CSE montre que les inégalités s'accroissent avec un double effet, puisque les élèves en difficulté ont vu ces dernières années leur niveau baisser et les élèves les plus à l'aise ont vu leur niveau progresser. Donc, le fossé se creuse. Donc, l'une des difficultés pour comprendre le décrochage scolaire, c'est la complexité des profils. Donc, chaque décrocheur a une histoire et le processus n'est pas linéaire. La difficulté, elle est là, parce qu'on ne passe pas de l'école au décrochage par les étapes connues. Et la difficulté, c'est que chaque histoire est différente. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à faire du prédictif sur le décrochage scolaire. Donc, certains élèves sont en difficulté scolaire, mais ne décrochent pas. Or, d'autres ne sont pas véritablement en difficulté, mais décrocheront. Donc, avec l'accumulation des données liées à l'IA et avec des algorithmes prédictifs, nous arriverons peut-être à donner un profil type d'élève qui serait susceptible d'être décrocheur et de pouvoir faire, l'enseignant ou tous les acteurs d'éducation qui sont autour de l'élève, pouvoir faire de la prévention avant qu'il ne soit trop tard. Parce que là, nous faisons actuellement juste le constat que le jeune est sorti du système et pas suffisamment de prévention en amont. L'école inclusive. Alors, le thème de l'école inclusive devrait être évidemment central à l'éducation nationale. Réussir l'ambition d'une véritable école inclusive, c'est réussir à montrer que notre système éducatif a une réelle capacité à personnaliser les apprentissages pour chaque besoin et pour chaque parcours. Donc, du fait des difficultés des enfants en situation de handicap et des spécificités de leur mode et de rythme d'apprentissage, la personnalisation pédagogique que l'on peut avoir dans les outils IA
peut largement aider l'enseignant et permettre aux jeunes de développer ses capacités. Les enseignants confrontés au monde du handicap sont généralement à la recherche d'outils de personnification et de médiation des apprentissages. Comme nous l'avons vu précédemment, et c'est là où ces plateformes d'IA peuvent intervenir, ils ne peuvent intervenir comme un support pour l'enseignant. Il permettra, entre autres, de décharger l'enseignant de tout ce qui est répétitif pour que l'enseignant puisse se consacrer à une relation de médiation plus importante et plus forte avec l'élève. Les plateformes IA permettront aussi de renseigner l'enseignant sur les particularités de l'élève et éventuellement faire, comme je vous le disais, c'est la force de l'intelligence artificielle, faire du prédictif, du prescriptif et du prédictif. Et ça, c'est important. Et les enseignants qui sont confrontés à l'handicap chez les jeunes, dans le cadre de l'école inclusive, sont vraiment à la demande du descriptif et du prescriptif pour ces élèves qui ont des besoins particuliers. Il me reste 5 minutes. Je pense que je vais arriver, Anne-Marie, à tenir le délai. Alors, le troisième point et dernier point, donc là, on va un peu plus ouvrir la réflexion. L'intelligence artificielle pour l'école entre promesses et réalité. L'intelligence artificielle est déjà dans nos classes, dans les salles de classe. Vous l'avez vu par quelques exemples que je vous ai donnés. Il s'agit maintenant de comprendre l'ampleur et de la penser collectivement. Et nous en avons, nous, la responsabilité, acteurs de l'éducation, chercheurs en sciences de l'éducation. Nous devons faciliter son intégration, mais dans certaines conditions, dans le cadre de la confiance et avec une protection absolue de l'élève et tout en ayant une réflexion sur la complémentarité. Et elle est absolument nécessaire. Sans cela, rien n'existe, la complémentarité entre l'homme et la machine. Donc, avec Internet, nous sommes passés d'un paradigme à un autre, dit autrement, d'un environnement de l'élève où l'information était rare, à un environnement qui se caractérise par une abondance d'informations. Cela n'a plus de sens de considérer que l'enseignant a comme seul objet de transmettre un savoir à l'élève. Par ailleurs, nous savons que l'éducation ne se limite pas d'ailleurs à une compilation de savoir. L'école doit désormais apprendre à apprendre. Et je reviens sur ce que je vous disais précédemment avec les évolutions des métiers. Tout au long de la vie, nous allons apprendre des nouveaux savoirs, des nouvelles compétences et de nouveaux métiers. L'enseignant restera donc toujours un passeur de la connaissance et du savoir, mais devra surtout apprendre à apprendre. Autre point sur cette réflexion sur les promesses et réalités, il est important de mesurer les enjeux sociaux de cette prise de conscience qui peut être vue comme certains, comme une révolution au sein de l'école. Car nécessairement, il y aura un déplacement de posture et avec des conséquences globales qui sont peut-être difficilement maîtrisables. Par exemple, quand on abaisse des exigences en matière d'apprentissage au niveau des connaissances sous prétexte que tout est disponible sur Internet, nous créons forcément des inégalités si le maître n'est pas là pour transmettre les connaissances. Parce que vous savez comme moi que certains enfants maîtrisent très bien l'outil et ont des familles qui leur apprennent beaucoup de choses et d'autres ont des familles qui ne maîtrisent pas l'outil et qui transmettent très peu de savoir et de connaissances à leurs enfants. Donc, l'école doit absolument pas renoncer à l'accès au savoir parce que sans ça, les inégalités sociales qui sont déjà très importantes dans notre système, devraient encore être plus dramatiques pour la société de demain. Donc, nous devons maintenir le niveau de l'effort intellectuel pour éviter le danger de cette école à deux vitesses.
Il faut donc être vigilant, car un projet d'intégration de l'intelligence artificielle mal compris, mal maîtrisé, peut être, comme je le vous présentais, à l'origine d'inégalités pour tous les élèves, de façon encore plus importante que ce que nous connaissons actuellement. Dernière planche, donc apprendre à apprendre et nos besoins d'humanité. Voilà, ça me semblait important d'ouvrir sur cette notion, donc cette nécessité que nous avons voilà, de l'humanité. Au-delà des nécessités, c'est un besoin. Dans un système qui évolue rapidement, si un individu ou un groupe social évolue moins vite que son environnement, il devient rapidement obsolète. Si l'intelligence artificielle évolue dans certains domaines plus vite que l'homme, nous devons inventer des manières d'évoluer différemment pour améliorer la complémentarité homme-machine. L'école doit donc se réinventer en mettant en valeur les compétences que l'IA ne maîtrise pas, et que l'homme, bien évidemment, maîtrise, comme la créativité, l'empathie, la recherche de sens, l'esprit critique. Plus les machines progressent, plus les humains doivent progresser dans des capacités qui sont spécifiquement humaines. La question que nous devons nous poser est comment peut-on repenser le système éducatif en partant des capacités spécifiquement humaines et en travaillant sur la complémentarité homme-machine. Je vais vous donner un exemple très concret. Un médecin radiologue passe actuellement la plus grande partie de son temps à lire des scanners. Or, on sait que l'intelligence artificielle dans ce domaine est beaucoup plus efficace et beaucoup plus performant que le radiologue pour détecter des tumeurs. Donc, le médecin, demain, devra se développer d'autres capacités que de savoir lire les scanners, parce que ça sera l'intelligence artificielle qui va lire les scanners de façon beaucoup plus performante et beaucoup plus efficace. Il sera toujours là, il devra se réinventer et retravailler probablement la proximité avec le patient. Je vous donne un autre exemple qui, je pense, aidera les réflexions, vos réflexions bien au-delà de la conférence. Il est intéressant, et je vous le partage, d'observer que les cadres de la Silicon Valley confient leurs jeunes enfants dans des écoles sans écran inspirées de la méthode Waldorf, que vous connaissez probablement. En France, on est plutôt sur la méthode Montessori. Donc, ces écoles sont en plein développement en Europe, donc elles coûtent très cher, ça nous le savons. Et les activités proposées dans ces écoles, donc les cadres de la Silicon Valley, donc mettent leurs jeunes enfants dans ces écoles parce que ces écoles ont pour objet principal de développer la créativité, l'empathie, la confiance en soi et de rejeter toute compétition. Ces écoles ont des pédagogies qui sont basées sur des activités comme le dessin, le jardinage, l'écriture libre, les jeux d'improvisation. Donc, dans ces écoles, on va chercher à travailler des compétences qui, en fait, ne risquent pas de rentrer en compétition avec ce que l'IA sait faire, c'est-à-dire la mémorisation, le calcul, l'information. Voilà, donc pour une meilleure complémentarité entre l'enseignant et l'intelligence artificielle, la formation joue un rôle incontournable. C'est peut-être une opportunité d'ailleurs de repenser l'éducation tout au long de la vie chez les enseignants, parce que vous avez bien compris que la posture de l'enseignant devra changer. Il ne sera plus là seulement comme une transmission de connaissances et faire vivre ses connaissances et les transformer ses savoirs en compétences, mais il devra être là comme un mentor bienveillant et comme un médiateur. Donc, demain, l'école devra avoir des enseignants charismatiques pour motiver les élèves et faire aimer l'école. L'enseignant de demain devra nécessairement maîtriser les technologies numériques et l'utilisation de l'IA. L'école doit se mettre à distance de ses anciens schémas. Elle ne pourra pas faire l'économie d'une pensée de l'introduction de ces nouvelles technologies et de révolutionner ces schémas. Je vais vous faire remarquer que l'école a très peu changé. Quand vous regardez une peinture il y a 100-150 ans et une classe maintenant, il y a assez peu de changements. Donc,
forcément, la révolution se fera, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, parce que les nouvelles générations n'accepteront plus des modèles figés du maître et de l'élève avec seulement une transmission de connaissances. Mais même si ces vieux schémas devront évoluer, ne perdons pas de vue que, ça je vous l'ai dit précédemment, les neurosciences nous ont appris que la plasticité cérébrale, dans le cas de la plasticité cérébrale, il est nécessaire d'entraîner nos neurones, et c'est l'articulation probablement entre ces deux aspects, la nécessité de travailler sur la plasticité cérébrale et d'avoir toujours le travail sur la logique et sur la mémorisation, mais toujours en prenant en compte qu'on devra transmettre nos connaissances différemment. Je suis convaincue que l'école de demain, les lieux d'éducation ne seront plus évalués exclusivement sur des lieux physiques ou sur la réussite aux examens et aux concours, mais sur des écoles centrées sur le développement intégral de l'élève, qui s'appuient sur une vision éducative innovante qui enveloppe oui, toutes les intelligences. Et le réel défi de l'école, c'est de trouver, il me semble, et ce point d'équilibre entre la performance scolaire, ce que les écoles élitistes savent faire, le projet de l'élève et son développement intégral. Enfin, j'ai été frappée, je vous le partage, d'observer combien le sujet de l'intelligence artificielle était méconnu et soulève de grandes craintes et qui sont actuellement pas toujours fondées. Pour comprendre l'intelligence artificielle, il est nécessaire d'avoir certains prérequis. Sans cela, nous restons au stade de fantasme et d'interprétation. Voilà, c'est aussi un peu l'objet de ma conférence, hein, que vous ayez certains éléments pour que vous puissiez, vous, à votre tour, penser l'intelligence artificielle. J'ai essayé modestement de lever quelques fantasmes en tirant le trait et en désacralisant les connaissances autour des technologies de l'IA. Et il me semble que nous tous, nous avons une responsabilité. Il est urgent de penser la place de l'intelligence artificielle pour que l'école ne la subisse pas, car sinon, les adultes d'aujourd'hui seront responsables d'une impréparation des générations à venir au monde futur. Merci pour votre écoute. Alors, quand on est en présence, on applaudit. Donc là, je le fais à la place de tous les présents à distance. Voilà. Et donc, merci à vous. On perd cette chaleur, mais on va quand même entamer la discussion, puisqu'il est question justement de chaleur, puisque l'IA fait craindre quand même beaucoup de déperdition de l'humanité. Alors, vous avez terminé, je vais donner la parole à Anne sur les questions, mais vous avez terminé en parlant d'éducation intégrale. Et c'est sûr que là, on est dans un des grands projets de l'école catholique, en tout cas. Voilà. Donc, je voulais souligner ça. Donc, on va passer à quelques questions. Il nous reste une vingtaine de minutes. Il y a beaucoup de questions et pas mal de craintes. Donc, vas-y, Anne. Alors, la première question, c'est l'IA pourrait-elle corriger les copies ? Il me semble qu'en université, cela a déjà été testé, nous dit Hélène. Oui. Alors, l'IA, avec la reconnaissance de l'écriture manuscrite, peut corriger les copies. Absolument. Absolument. Ça, ce n'est pas de la science-fiction, hein. Moi, je n'ai pas connaissance d'établissement scolaire qui utilise cet outil. Je n'ai pas connaissance d'université qui utilise cet outil, mais je sais que ça se fait dans des universités américaines. Absolument. Alors là, je dois vous dire, pour avoir été enseignant suffisamment longtemps, et je sais qu'il y a des enseignants qui nous écoutent, s'il y a bien une tâche rébarbative, on est entre nous, hein. S'il y a bien une tâche qui est rébarbative, c'est la correction des copies, hein. Voilà. Et ça, je pense que pour le coup, si on pouvait alléger un peu cela, c'est possible. Oui, c'est tout à fait possible. Alors, dans les questions, il y a pas mal de craintes et de craintes de perte d'emprise sur les choses qui se passent, qui sont des questions du genre et si l'IA dysfonctionne, serons-nous assez formés pour corriger? Enfin, quelle est la marge? Parce que ce sont des outils qui sont produits ailleurs que par l'enseignant lui-même. Absolument. Donc, est-ce que c'est fiable? Et après, il y a d'autres questions sur les questions de l'orientation, on reprendra après, mais
Mais en gros, est-ce qu'on peut contrôler ce qu'on va utiliser dans nos classes? Voilà. Alors, il y a plusieurs choses là dans la question. Il y a, bon, là, c'est clairement exprimé, mais il y a autre chose. Il y a la question de la fiabilité. Alors, de toute façon, là, c'est plus fiable que l'homme, hein, pour de nombreuses choses. Quand je vous donnais, vous savez, l'exemple du radiologue, du radiologue qui vérifie les scanners, on sait que la marge d'erreur de la machine est moins importante que le radiologue, hein, quand il contrôle ses scanners. Donc, en termes de fiabilité, si on prend le terme, le sens de fiabilité, oui, la machine est plus fiable que l'enseignant. Mais ce n'est peut-être pas le sens de la question. Il me semble que la question soulève deux choses. J'ai fait vite, mais voilà, vous aurez les éléments dans le livre pour ceux qui veulent approfondir. Il y a la question de l'emprise, effectivement, parce que qui est à l'origine, qui construit ces plateformes, et c'est le monde qui nous fait l'ensemble de ces propositions est très éloigné de notre monde. Est très éloigné de notre monde en termes de valeur, hein, parce que c'est l'industrie, est très éloigné aussi géographiquement. En fait, ce sont essentiellement les GAFAM, que vous connaissez peut-être, hein, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, donc pour les États-Unis, et les BATX pour la Chine. Donc, c'est eux qui nous fournissent. Donc, géographiquement très important. Je vous fais remarquer d'ailleurs que ce sont des pays continents. Hein, voilà. Et quelque part, c'est le terme qui est employé par Vladimir Poutine. Ce sont les maîtres du monde parce qu'ils possèdent beaucoup de choses. Ils possèdent l'outil qu'ils nous proposent, outre l'aspect financier, etc. Ils ont l'ensemble de nos données, hein, parce que tout remonte, la toile remonte l'ensemble de nos données. Les données, le big data, les données massives, c'est aussi une forme de pouvoir. Donc là, il y a une question effectivement d'emprise sur nos modèles qui touchent l'homme comme l'éducation. Voilà. Et là, malheureusement, je ne fais que penser l'IA, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas de solution par rapport à cela. Ça peut être effectivement inquiétant. Voilà. Et je pense que les pouvoirs publics ont une responsabilité. Les pouvoirs publics français ont des responsabilités, et même au niveau de l'Europe, parce que je crois que c'est réfléchi ça au niveau européen. Nous essayons parallèlement de développer en France certaines plateformes, parce que c'est important de ne pas être dépendant de pays étrangers. Vous le connaissez peut-être, je vous le cite, c'est l'EdTech. L'EdTech, éducation, c'est tout ce qui est technologie et éducation en France. Donc, c'est le regroupement des startups qui font des propositions de plateformes. Dans l'EdTech, par exemple, pour ceux qui connaissent, il y a les certifications Voltaire, il y a Impala, il y a Quick, ça, c'est l'EdTech français. Mais les plus grosses plateformes, c'est des plateformes qui sont produites par les GAFAM, pas les BATX, pas la Chine, mais essentiellement par les GAFAM. Donc, il y a des enjeux financiers qui sont énormes, et puis, sans vouloir être, faire les scénarios catastrophes, ils ont toutes nos données, donc avec nos données, ils peuvent avoir beaucoup de choses et ils peuvent faire beaucoup de choses. Oui, mais je ne fais que penser Léa, c'est quelque chose qui me dépasse, vous dépasse, mais je pense qu'effectivement, il ne faut pas relâcher nos inquiétudes par rapport à cela. Parce que nous pouvons faire remonter au pouvoir public, et c'est plus au niveau européen. Est-ce que les données que l'éducation nationale a sur les élèves peuvent être récupérées par les GAFA? Alors, c'est très subtil. Je vais essayer de répondre parce que quand vous interrogez l'éducation nationale sur l'ensemble des données, vous dites bien qu'ils ont des données avec un numéro, un humaine d'élèves. Vous avez de nombreuses données
personnel de l'élève. Vous avez aussi une partie de ses résultats scolaires. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il a été mis en place ces 5 dernières années toute une batterie de tests en primaire, en collège et en lycée, sont très intéressants parce que ces tests nous permettent de faire des évaluations et diagnostics, mais tout ça, ce sont des données qui remontent à l'éducation nationale. Quand l'on questionne le ministère sur l'utilisation de ces données, ils nous disent qu'ils les ont, en effet, c'est très centralisé, donc ils les ont de façon massive, hein, c'est national, c'est l'éducation nationale, c'est une particularité française, mais ils ne les utilisent pas. Voilà. Soyons pas naïfs, quand on a des données, il arrive un moment, on est très tenté de les utiliser. Voilà. Mais pour le moment, effectivement, il semblerait qu'ils ne les utilisent pas. Donc, sur ce volet-là, l'éducation nationale a du data, des volumes très importants, donc du big data, ils ne l'utilisent pas. C'est ce qui est répondu quand l'on questionne. On veut bien le croire, mais comme je vous dis, soyons pas naïfs, quand on a des données, on est toujours tenté de les utiliser. Mais parallèlement, il y a des outils, des plateformes mises à disposition des élèves, des étudiants, et ce sont des plateformes qui appartiennent aux GAFA. Bon, là, on n'est pas sur Teams, on est sur Zoom. Bon, on n'est pas très loin, ce n'est pas Microsoft, mais quand vous êtes sur Office 365, tous les établissements sont sur Office 365 avec une vraie accélération pendant le confinement. Et ben là, ils ont toutes les données. Hein. Même le Teams, ils ont toutes les données avec des capteurs sur certains termes que vous utilisez. Ils peuvent faire des statistiques assez spectaculaires de vos centres d'intérêt, ne serait-ce que par un échange, ne serait-ce qu'en Teams. Et c'est la raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle nous, à l'Éducation nationale, les établissements, plein de bonne volonté, on a pris le premier outil qu'on nous a proposé, le plus performant, mais des industries très sensibles comme l'industrie de l'armement, par exemple, n'utilisent pas Microsoft. Ils ont leurs propres outils parce qu'ils savent très bien que tout ce que vous mettez sur votre Office 365, c'est dans les mains de Microsoft, donc des GAFAM. Voilà. Donc l'industrie est beaucoup plus précautionneuse que l'éducation nationale. Et à ma connaissance, nous n'avons jamais eu une intervention de notre ministre ces 2 dernières années en nous alertant, en disant attention, tous les établissements où vous dotez de Microsoft 365, vous leur donnez les données. Voilà, je pense qu'on est. Voilà. Ils sont très, très loin de tout ça. Mais là, les enjeux sont énormes, énormes. Je vous rappelle la réflexion de Poutine. Hein. Il n'y a pas d'intelligence artificielle sans data, sans big data. Et qui a les big data? Ce sont les GAFAM et les BATX. Voilà. Donc, oui, je pense qu'on peut être inquiet de l'usage de ces données. Mais il y avait, je crois que c'était Lénine qui disait lors de la Révolution rouge, qui parlait des bourgeois en disant que ces idiots utiles. Et à vendre des cordes qui vont les pendre. Voilà, et il y a l'expression, alors on fait le parallèle, nous sommes aussi peut-être des idiots utiles, puisque quand nous faisons nos recherches sur Google, ou quand nous nous déplaçons avec les GPS, ou quand nous acceptons les cookies, eh bien, nous produisons de la donnée. Donc, nous produisons la matière première pour ces GAFAM. Voilà. Alors, justement, rejoignant ça, c'est une question de Fabienne. Pouvons-nous nous laisser contrôler, maîtriser nos vies, hein, en sachant que justement, toutes ces données, elles sont appropriées par un petit nombre de personnes qui programment après les algorithmes? Oui. Alors, c'est difficile de répondre à la question parce que vous voyez là, actuellement, nous sommes sur une plateforme, donc on produit de la donnée qui pourra éventuellement être exploitée par des algorithmes pour ensuite faire comme je vous disais, la description du prescriptif et du prédictif. On ne peut pas, quitte à partir de vivre sous la tente dans l'Arzac, ça me semble difficile. Et encore, si on va sous la tente dans l'Arzac, on va y aller avec un GPS. Donc, on va donner de la donnée. Hein.
Voilà, ça me semble difficile. Ça me semble difficile. Ce qui est, il me semble inquiétant, mais bon, moi, ce n'est pas complètement mon sujet, vous comprenez bien, que je suis loin de maîtriser tous les enjeux, même si je suis inquiète, mais bon, voilà, je ne mesure pas tous les enjeux. Ce qui est inquiétant, c'est que c'est deux pays continents qui sont devenus les maîtres du monde. C'est cela qui, à mon avis, quand même inquiétant. Les GAFAM et les BATX, et la Chine, donc les États-Unis et la Chine. C'est ça qui est inquiétant, il me semble. Voilà. Alors, il y a une inquiétude particulière sur tout ce que vous avez dit sur l'orientation. Parce que l'idée que ce qui a un côté très prédictif, avec toutes les données, l'enfant donne ses données, on en sait sur lui, et puis on lui dit ce qu'il peut faire. On a l'impression d'une espèce de possible déterminisme, comment sortir de son univers social, on va reproduire la reproduction, donc l'humain dans tout ça, la sérendipité dans tout ça, enfin, les rencontres dans tout ça, ce qui fait que pour finir, on a fait les métiers qu'on fait, on n'était pas prédit à l'âge où on faisait nos enquêtes pour chercher notre boulot. Il y a une crainte d'enfermement. Je vais être un petit peu provocatrice. L'orientation faite essentiellement avec le conseiller d'information ou le chargé de mission en information, il y a beaucoup plus de risques d'enfermement et de reproduction de modèles que si on utilise l'outil. C'est juste de la provocation. Non, mais c'est une bonne réponse. C'est juste de la provocation. On va dire, dans mon établissement, je ne suis pas équipée, on n'est pas là, je vais le faire l'année prochaine, mais j'ai été frappée d'observer, je vous partage un vécu, j'ai été frappée d'observer quand je fais ce qu'on appelle la promotion, c'est-à-dire quand on va dans des classes inférieures pour présenter l'établissement, de voir que tous mes collègues chefs d'établissement présentent leur établissement et mettent en vitrine cet outil Impala de l'orientation. Et ça plaît aux parents, et les parents se disent « Ah ben oui, on n'a plus le conseiller, la chargée de mission en orientation ou le conseiller en orientation. Là, il y aura cet outil, ça sera beaucoup mieux. » Voilà, les attentes sont assez fortes et c'est présenté comme étant une plus-value pour l'établissement. Alors, ça se discute certainement. Je pense que là encore, le juste milieu, c'est l'utilisation de l'outil, oui, certes, mais en aucun cas l'utilisation seule de l'outil. On en revient toujours à ce que je vous disais, c'est que finalement, on observe que plus on introduit du numérique ou de l'informatique, ou des technologies d'intelligence artificielle, plus il faudra de l'homme pour faire la médiation. Donc, on sera peut-être plus performant, plus efficace, mais de toute façon, il faudra l'homme ou la femme. Voilà. Alors, oui. En fait, l'orientation, on l'a déjà d'une certaine façon via des logiciels tels que le logiciel j'ai oublié. Voilà. Non, celui d'orientation après le bac. Parcoursup. Parcoursup. Hein, avec toutes les données antérieures du parcours, est-ce que justement il n'y a pas déjà un risque là de tri? Oui. Alors ça, c'est pertinent, c'est tout à fait le bon exemple. Je vous raconte un peu l'histoire de Parcoursup. Vous savez que Parcoursup a remplacé APB, admission post-bac, parce que admission post-bac, il y avait des vraies interrogations sur l'algorithme qui aboutissait au fléchage des élèves de terminale dans l'enseignement supérieur. Et le point sensible, c'était justement ce côté obscur de l'algorithme, non maîtrisé, qui inquiétait beaucoup les parents et qui a fait que ça a été remis en question par des parents qui ont été particulièrement punchy et qui ont remis en question le système. Donc, ils ont fait cette proposition de Parcoursup qui n'utilise pas un algorithme particulièrement complexe et puissant pour pouvoir faire une orientation. Néanmoins, donc, ça nous dit deux choses. Ça nous dit que les données et ce principe d'intelligence artificielle, ça existe déjà depuis longtemps sur ce type de plateforme qui orientent après le lycée. Et ça nous dit aussi autre chose, que si on n'explique pas
les solutions proposées par les algorithmes, eh bien, c'est refusé. Donc là aussi, il faut de l'homme, enfin de la femme, des personnes pour présenter, pour expliquer les choix qui sont faits par la machine. Les choix qui sont faits par la machine, c'est l'algorithme. Dans votre conclusion, enfin, ou dans les prémices de conclusion, vous parliez de la Silicon Valley et de tous ces geeks, spécialistes, etc., qui justement mettaient leurs enfants à l'abri. Et donc, il y a une question sur le paradoxe de protection des écrans quand on est là-bas, mais nous, en France, on est en train de nous dire qu'il faut au contraire intensifier le travail avec l'informatique et utiliser l'intelligence artificielle, etc. Donc, j'imagine que ce n'est pas aussi opposé que ça, mais il y a quand même une apparente contradiction. Oui. Et quelqu'un, d'ailleurs, du coup, fait un appel à la frugalité et à réduire notre consommation. Oui, oui. Oui, certainement. Alors, voilà, tout ça devait tenir dans un temps assez réduit. Je ne suis pas allée très loin sur ce qui était important de comprendre, mais je vais aller un peu plus loin là. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a une émergence importante de ces écoles avec des pédagogies spécifiques où on développe des capacités humaine que seul l'homme a, l'empathie, la créativité, l'esprit critique. Et ça, on voit que sur la côte ouest des États-Unis, autour de la Silicon Valley, il n'y a pratiquement que ça. Mais ce que l'on sait aussi, c'est que à l'âge de l'adolescence, ces jeunes sont retirés de ces écoles parce que de toute façon, il n'y a pas de poursuite et rentrent dans des systèmes beaucoup plus compétitifs. C'est-à-dire que ce qu'ils essayent de faire, c'est de travailler sur la personnalité, sur la confiance en soi, sur la capacité créative, donc la capacité créative là, qui va avec la capacité d'adaptation, pour pouvoir ensuite affronter le monde de demain et rentrer dans des modèles beaucoup plus compétitifs. Mais ne nous leurrons pas, hein, les grands patrons des GAFAM, ils n'ont pas du tout l'intention d'envoyer leurs enfants sous la tente dans l'Arzac. Hein. C'est simplement une façon d'étayer la personnalité de leur enfant pour pouvoir ensuite mieux affronter le monde de demain. Mais c'est un plus, ils ont tout le reste. Oui, au niveau de la famille, ils ont déjà des apports, de toute façon, ils sont dans un milieu, ils baignent déjà dedans quand même. Oui. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que le vrai risque du numérique et de l'intelligence artificielle, c'est de renforcer les inégalités si on n'en prend pas garde. Hein, c'est ce que je vous disais. Voilà, dans certaines familles, on apprend beaucoup, dans d'autres pas du tout. Dans certaines familles, on utilise le numérique à bon escient, l'intelligence artificielle, dans d'autres pas du tout. Voilà, donc, et on a déjà une école à deux vitesses. Donc, si on renforce cet écueil, c'est explosif. Hein. Ça peut être explosif pour demain. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a aussi une remarque qui est intéressante, c'est on éduque à l'esprit critique, critique par rapport aux médias, critique. Est-ce qu'il faudra inclure la critique de l'intelligence artificielle? Ah bah oui. Oui. Voilà, il faut avoir les outils pour ça. L'intelligence artificielle, c'est une technologie comme une autre. Et c'est évidemment, et je pense que je ne suis pas rentrée dans les détails dans les programmes de seconde, mais je pense que c'était abordé. C'est-à-dire que le débat que vous voyez que nous faisons là, j'ose imaginer qu'il est fait aussi en classe de seconde. Hein. Voilà, les enjeux de l'intelligence artificielle, les dangers des data, des données. Voilà. Alors, tu parlais cet enseignement, il est fait en classe de seconde, mais si j'ai bien compris, il est fait dans des classes qui sont déjà scientifiques, en orientation scientifique. Alors, avec le nouveau baccalauréat, on ne devrait plus appeler le nouveau baccalauréat puisqu'il a déjà fait un cycle complet, enfin le nouveau lycée, il y a une nouvelle discipline en seconde pour tous les élèves en seconde. Hein. D'accord.
pour tous les élèves et seulement en première et en terminale, c'est une spécialité. Et ils choisissent trois spécialités. Voilà, ils choisissent trois spécialités et dans les trois spécialités, comme ils peuvent choisir histoire géo ou mathématiques, ils peuvent choisir numérique et sciences informatiques. Mais dans l'enseignement scientifique en terminale plus large, il y a cet aspect-là aussi. Oui, oui. Mais alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses, hein, beaucoup d'évolutions sur ce nouveau baccalauréat, mais quand même, ce qu'il faut retenir, c'est l'arrivée d'une nouvelle matière. La révolution, ça fait quand même des années, moi, je n'avais jamais vu l'arrivée d'une nouvelle matière, mais là, il y a une nouvelle matière qui est arrivée. Alors, voilà, nous avons un peu plus de mal. Alors, ce que je vous dis, alors c'est vraiment, mais je vous le dis, c'est-à-dire qu'ils ont introduit une nouvelle matière, mais ils n'ont pas formé les professeurs pour la nouvelle matière. Donc, un peu compliqué, mais voilà. Il fallait le faire avec. Il y a quelqu'un qui est documentaliste et qui dit que dans la formation à l'éducation, aux médias et l'information, la question du big data est largement abordée. Voilà. Donc, c'est une nouvelle discipline. Alors, quand j'ai regardé un peu le programme quand c'est apparu, il y a quand même de l'algorithme, c'est quand même assez scientifique et c'est assez proche des mathématiques, hein, quand même avoir cet esprit scientifique. Hein. Oui. Voilà, on est dans les temps. Hein. Je vous enverrai de toute façon, les gens peuvent lire le chat, donc ils sont au courant de ce qui s'écrit, hein, et un peu partout, mais je vous l'enverrai. Et simplement, je voulais souligner la présence du cycle doctoral qui est dans une salle à l'ICP et qui… je vous salue. Voilà. Un grand merci de la part de tout le cycle d'études doctorales. Voilà. Merci à vous. À bientôt. Merci Laurence, au revoir. Et à la prochaine conférence. Voilà, tout à fait. Merci à vous. C'est un plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée. Je ne mets pas la fin à la réunion, comme ça vous pouvez regarder les merci qui sont très nombreux si vous allez sur le chat. Il y a ça, et puis peut-être voir les questions, parce que franchement, il y en avait des très longues et il était difficile parfois de tout. Et ça, je vais vous l'envoyer de toute façon. Dans l'enregistrement, on a la partie son, la partie visio et aussi le texte. Donc, je vous le ferai passer. Je savais que je prenais un risque parce que c'est un sujet qui est assez clivant. Oui, mais c'était ça qui était intéressant. Voilà. C'était intéressant que je prenne le risque, c'est ça? Oui. Mais je vais quand même te poser une question, Laurence, parce que la question a été posée. Qu'en est-il de la certification PICS? Parce qu'elle nous concerne directement et on n'arrive pas vraiment à avoir de réponse là pour l'instant. Elle existe toujours, la certification. Elle existe toujours. Oui, bien sûr, elle se développe. Elle se développe, même. Oui, puisque c'était troisième et ça passe au lycée, me semble-t-il. Oui, c'est au lycée. Oui, c'est au lycée. Oui. Voilà, les merci continuent. Merci beaucoup. Voilà. C'est sympa. Voilà, bonne soirée, très intéressant. Alors, une enseignante de SNT confirme l'écart entre les élèves vis-à-vis du numérique est effective. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, je vous enverrai, vous lirez tranquillement. Là, oui, je vois, là, j'ai les… Voilà, si vous appuyez sur… Oui, j'ai tout. J'ai les merci. Bon, écoutez, super. Voilà. Mais il y avait quelqu'un d'Alger, le Liban. D'Istanbul aussi. Istanbul aussi. Oui. Liban, c'est des doctorants, mais Istanbul et Alger… Il y a des questions on n'a pas tout repris. Hein, mais c'est pas facile, hein, c'est parce que toutes ces questions, elles sont longues. Oui. Quelquefois, c'est effectivement, ça se complète un peu. C'était sur la crainte de l'orientation, beaucoup ça. Hein. Et puis la place du prof, c'est vrai que si on ne maîtrise pas soi-même les outils qu'on va utiliser…
J'ai trouvé qu'il y avait moins de questions concernant l'enseignant que justement cette crainte par rapport aux écarts et à cette maîtrise de l'outil sur nos vies. Oui, ouais, c'est étonnant. Moi aussi, Ouais. oui. Ouais. Or, c'est un vrai sujet. Bien sûr, oui, tout à fait. Ok, donc je vois Voilà. ça y est, j'ai à peu près Vous avez, tout. bon, vous avez eu Oui. tout, mais je vous le mettrai quand même dès que je vais, je vais le récupérer. Oui, mais on voit bien qu'il y a eu des inquiétudes surtout au début et ça s'est un peu détendu. Oui. Oui, bah, c'est l'objectif quand même. Alger, c'est quelqu'un qui est notaire médiateur. C'est intéressant. Voilà. Voilà. Ok. Bon, Bah, écoutez, écoutez, Laurence, à une autre fois. Laurence, alors juste une information, parce que tu as parlé de l'éducation intégrale. Oui. Il y a une conférence de François sur l'éducation, son livre. voilà, qui est programmée aussi. En avril. Là. Voilà. En avril, d'accord. Oui, j'ai vu ça. Donc, ouais. Bon, bah, super, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Moi aussi, bonne merci soirée, beaucoup. au revoir. Au revoir. Tout à fait techniquement impeccable, le micro. Top, Hein. hein. Les filles, top. Bravo. Hein. Et vous voyez, hein, quand on disait qu'il manquait d'hommes d'informatique, mais finalement, les filles se débrouillent très bien. Hein. Oui. Allez, bonne soirée. Bonne soirée.